Je m'appelle Chloé Martin, j'ai 28 ans, et ma vie a basculé en une seule journée. Imagine cette scène. Je suis sur le perron de mes parents, à Montbray, une petite ville nichée entre les montagnes, ma valise serrée contre moi, la pluie traversant mon manteau pendant qu'il me lance que je suis une déception parce que j'ai osé croire en mes rêves. Et à peine quelques heures plus tard, je fixe mon téléphone, le cœur prêt à exploser, et je découvre que je viens de gagner 37 millions d'euros à la loterie. Oui, l'univers a un sens de l'humour bien à lui. Ce jour-là, mes parents pensaient me donner une leçon de responsabilité. En réalité, ils m'ont poussé vers un avenir que je n'aurais jamais imaginé. Un avenir où perdre tout ce que je connaissais m'a permis de comprendre ce qui comptait vraiment. Mais je vais un peu vite. Laisse-moi te raconter depuis le début. À une époque où ma vie me semblait déjà en ruine, avant même d'avoir commencé. Si tu t'es déjà senti contre le monde entier, si tu as eu l'impression que tes rêves restaient hors de portée, reste avec moi, dis-moi d'où tu viens, et abonne-toi pour ne pas rater les prochains récits. C'est l'histoire de comment je suis passée de sans-abri à millionnaire du jour au lendemain. Mais ce n'est pas qu'une histoire d'argent. C'est l'histoire du courage qu'il faut pour devenir soi-même. J'ai grandi à Montbray, et dans ma famille, j'étais toujours celle qui détonnait. Mon père, Gérard, est conseiller fiscal. Il voit la vie comme une feuille Excel, chaque décision pesée, calculée, planifiée. Ma mère, Mireille, dirige un collège privé. Son monde repose sur l'ordre, la réputation, la stabilité. Et puis il y avait moi, celle qui voulait transformer des boutons anciens, du verre brisé et des perles oubliées en bijoux porteurs d'histoire. Depuis toute petite, je passais des heures dans le jardin derrière la maison à créer des colliers à partir des boîtes de perles de ma grand-mère Lucette. Elle comprenait. Elle me disait que le monde avait assez de gris et que c'était à moi de le faire scintiller. Elle portait fièrement mes colliers maladroits à ses réunions littéraires, les montrait à tout le monde comme si c'était des œuvres d'art. À mes 21 ans, elle m'a offert sa collection de perles anciennes. Elle avait les yeux humides quand elle m'a dit « C'est à ton tour d'en faire de la magie ». Ce cadeau comptait bien plus à mes yeux que mon diplôme en gestion, que j'avais obtenu uniquement pour leur faire plaisir. Mais chaque jour passé au guichet de la banque, à taper des chiffres dans un écran froid, je sentais une partie de moi s'éteindre. À la pause déjeuner, je griffonnais des croquis dans un carnet offert par Lucette, le cœur vibrant d'idées. Le week-end, je vendais mes créations sur les marchés artisanaux de Montbray. Et petit à petit, ma boutique en ligne attirait quelques clientes fidèles. Ce n'était pas encore suffisant pour en vivre, mais assez pour continuer à espérer. Vivre chez mes parents à 28 ans, ce n'était pas mon rêve. Mais le loyer dans la région était devenu hors de prix, et je mettais de côté chaque centime pour lancer ma marque de bijoux. Chaque dîner ressemblait à un interrogatoire. « Tu as postulé pour le poste de chef d'agence ?» demandait ma mère, les lèvres pincées. Mon père ajoutait « Les avantages sont solides, Chloé. Tu ne peux pas rester ici indéfiniment. » Je leur parlais de mes ventes, de la boutique locale qui avait commencé à exposer mes créations, mais ils hochèrent la tête sans émotion. Pour eux, la réussite avait la forme d'un bureau fermé et d'un contrat en CDI, pas de commentaires élogieux sur un site de vente. Les choses ont empiré quand j'ai trouvé une annonce pour un petit loft au-dessus d'un salon de thé en centre-ville. C'était un peu cher, mais en gardant encore mon poste quelques mois, je pouvais y arriver. J'ai pris rendez-vous pour la visite, pleine d'espoir. J'imaginais déjà un espace rien qu'à moi où je pourrais étaler mes perles sans qu'on râle sur le désordre. La voix de Lucette résonnait en moi. « C'est le moment de t'envoler, Chloé. » J'espérais que mes parents comprendraient enfin, s'ils voyaient que je pouvais m'en sortir seule. Mais non. 2 semaines plus tard, j'ai surpris mon père en train d'examiner un tableau de mes ventes que j'avais caché dans mon tiroir. « Ce n'est pas une entreprise », a-t-il lancé en le jetant sur mon bureau. « C'est un passe-temps. » Et pire encore, j'ai retrouvé mon journal intime ouvert sur leur lit. Mes rêves, mes peurs, mes doutes, lus sans permission. Ils pensaient en avoir le droit. J'ai ressenti une trahison brûlante, mais je n'ai rien dit. Je préparais mon départ en silence. Le mardi suivant, j'ai décidé de leur annoncer que je quittais la banque pour me consacrer à ma marque. J'avais un plan, des prévisions de vente, des contrats en cours. Leur réaction a été brutale. « Tu vas abandonner une carrière pour des colifichets » a hurlé mon père. Les vrais artistes ne vivent pas au crochet de leurs parents. Chloé, a tranché ma mère.
J'ai essayé de leur montrer mes chiffres. Mon père a ricané. 500 € le mois dernier, c'est de l'argent de poche. Puis j'ai vu mon journal posé sur le comptoir. Vous avez lu mes pensées les plus intimes ? Ai-je demandé, la voix tremblante. Ma mère a détourné les yeux. Mon père, lui, n'a même pas scié. On devait comprendre ce qui cloche chez toi. Alors c'était ça. Soit tu gardes ce job, soit tu pars. Et mon frère, Théo, toujours celui qui me défendait, a baissé les yeux. Peut-être que papa a raison. Ça m'a fendu le cœur. Alors j'ai fait ma valise. Celle que Lucette m'avait offerte pour mes 25 ans. J'ai dû choisir entre mes vêtements, mes outils et les souvenirs que je ne voulais pas abandonner. Chaque objet que je laissais derrière moi, c'était comme si j'arrachais une partie de moi-même. À minuit, j'étais assise sur le sol de ma chambre d'enfance, les larmes coulant sans bruit, pendant que la pluie martelait les vitres. Le matin venu, j'ai descendu les escaliers, le cœur lourd, les chaussures trempées. Mon père m'attendait devant la porte, les bras croisés, le visage fermé. Ma mère restait en retrait, dans la cuisine, l'air déchiré mais incapable d'agir. Personne ne m'a aidé. « Ton téléphone reste sur notre forfait jusqu'à la fin du mois », a dit mon père d'un ton sec. J'ai franchi le seuil sous la pluie battante. La porte s'est refermée derrière moi. J'avais 342 € en poche et une carte de crédit au plafond. J'ai appelé ma meilleure amie, Élise. Elle était à l'aéroport, en partance pour un séminaire. « Utilise mon double des clés », m'a-t-elle proposé, avant de se rappeler que son appart était sous l'eau après un dégât des eaux. 3 autres amis étaient indisponibles, en voyage, trop à l'étroit, avec de la famille à la maison. Les refus s'enchaînaient. Trempée, glacée, je marchais depuis plus de 40 minutes quand j'ai aperçu l'enseigne vieillotte du Montrose Inn, un vieux motel que je n'avais jamais remarqué. La propriétaire, Jeanne, m'a accueillie avec un regard compatissant. « Journée difficile ?» a-t-elle demandé en voyant mes vêtements dégoulinants. J'ai hoché la tête, muette, et je lui ai tendu 75 € pour une chambre. L'endroit était modeste, moquette usée, télé qui grésille, mais il y faisait sec. Dans la douche, je me suis effondrée au sol, le visage noyé de larmes. À travers les murs fins, j'entendais Jeanne discuter avec son mari Marc. Leur ton inquiet, leurs mots sur les factures en retard, me ramenaient à une vérité simple. Je n'étais pas seule à me battre. Au réveil, l'écran de mon téléphone affichait 7h30. Le plafond inconnu au-dessus de moi me ramenait à la réalité. J'étais sans abri, rejetée par ma propre famille. Plusieurs notifications clignotaient. L'une d'elles m'a figée. « Félicitations, vous avez gagné. » C'était l'application de la loterie. La veille, comme chaque semaine, j'avais validé mon ticket, un geste devenu rituel pour honorer Lucette. Mais l'appli buguait, je n'avais pas vérifié. Sceptique, j'ai ouvert l'application. Les chiffres étaient là, 08, 1, 7, 2, 3, four, tout, five, four, nine 9. Les mêmes que ceux que Lucette avait griffonnés dans son carnet à fleurs. La main tremblante, j'ai sorti le billet de mon portefeuille. Chaque numéro correspondait. J'ai vérifié sur le site officiel. Jackpot de 94 millions, après impôts, 37 millions nets. C'est pas possible, ai-je soufflé. Mais le doute s'est envolé quand j'ai appelé la commission des jeux. Mademoiselle Martin, a dit la voix au bout du fil après une courte pause. Vous avez le billet gagnant. Félicitations. Tout a tourné autour de moi. J'ai noté les instructions. Signer le billet, prendre un avocat, rester discrète. La veille, 75 € m'avaient semblé une montagne. Ce matin-là, je pouvais racheter tout le motel. Un rire incontrôlable m'a échappé, nerveux, presque irréel. Jeanne a frappé à la porte. « Tout va bien, ma belle. » Je l'ai fait entrer, les mots me brûlant les lèvres. J'ai gagné au loto. 37 millions. Ses yeux se sont arrondis, puis elle m'a prise dans ses bras. « Les numéros de ta grand-mère » a-t-elle demandé en se souvenant de mes divagations la veille. J'ai hoché la tête, des larmes coulant à nouveau. « Elle est encore là » a soufflé Jeanne en me serrant la main. Un calme étrange m'a envahi. Il fallait que je protège cet argent, que je reconstruise ma vie sur mes propres termes. Jeanne m'a mise en contact avec son neveu Victor, conseiller financier à Montbray. Son cabinet était moderne, épuré, son costume impeccable contrastant avec mes vêtements froissés. « On va créer une fiducie anonyme »,
a-t-il expliqué en me tendant des documents. Vous pourrez réclamer le gain discrètement. J'ai signé, la tête pleine de termes comme portefeuille diversifié ou allocation d'actifs. 60% de la somme serait investie, les impôts couverts, et environ 300 000 € resteraient disponibles immédiatement. 3 jours avant, je comptais mes pièces pour payer ma nuit. Là, je gérais une fortune. J'ai eu une seule exigence. Jeanne et Marc, les gérants du motel. Ils galèrent. Je veux payer leur prêt immobilier anonymement. Victor a hoché la tête. Professionnel. On s'en occupe via la fiducie. Cet après-midi-là, j'ai signé un bail pour le loft de mes rêves. L'agent immobilier a failli tomber de sa chaise quand j'ai tendu le chèque de banque pour payer une année entière d'avance. Mes premiers achats ont été sobres. Vêtements décents, nouvel ordinateur, outils pour mes créations. La seule folie, des pierres précieuses que Lucette aurait adorées. J'ai gardé mon secret. J'avais besoin de temps pour respirer. Les montagnes de Montbray se dessinaient depuis mes fenêtres, et dans ce calme retrouvé, j'ai compris. Je n'étais pas seulement riche. J'étais libre. Libre de créer, libre de choisir, libre d'honorer ce que Lucette avait vu en moi bien avant tout le monde. Une semaine après ce jour de pluie, j'étais assise dans un café du centre-ville, le Columbus Bean, quand j'ai entendu une voix familière derrière moi. Chloé ? C'était Théo. Il regardait ma veste neuve avec une expression mêlée de gêne et de curiosité. « Tu dors où maintenant » a-t-il demandé, un peu mal à l'aise. « J'ai trouvé un endroit » ai-je répondu simplement. Il s'est gratté la nuque. « Papa et maman pensèrent que tu reviendrais. » J'ai lâché un rire amer. « Ils m'ont mise dehors sous la pluie, Théo. Pourquoi j'irais ramper pour revenir ?» Il a baissé les yeux, visiblement mal à l'aise. « On a peut-être réagi trop fort. On pourrait en parler. » On s'est assis, mais son regard dérivait déjà vers ma montre, une pièce que j'avais achetée comme outil de gestion du temps, mais que lui voyait comme un signe extérieur de luxe. « Tu as changé » a-t-il murmuré. « Oui, et je ne m'en excuse pas. » Il a soupiré. « Maman est dévastée. Elle dit que tu devrais appeler, qu'un mot de toi suffirait. » J'ai posé ma tasse un peu trop fort. Ils m'ont rejeté, trahi, humilié. C'est à eux de faire le premier pas, pas à moi. Ils cherchaient une issue, un terrain d'entente. Je veux juste qu'on redevienne une famille. J'ai senti une pointe de tendresse en moi, mais je suis restée droite. Ils ont choisi de briser ce lien. Moi, je suis en train de me reconstruire. Dis-leur que je vais bien. En me levant, j'ai senti une légèreté nouvelle dans mes épaules. Ma colère se transformait doucement en paix. 2 semaines après avoir remporté le jackpot, j'ai lancé la nouvelle version de ma marque, Les Trésors de Lucette. Une boutique en ligne professionnelle, un logo élégant, des photos sublimes de mes créations. Les commandes ont afflué, y compris celles d'une influenceuse locale qui m'a mise en avant dans une vidéo. Grâce à mon fonds personnel, j'ai loué un petit local dans le quartier artistique de Montbray. J'ai embauché 2 jeunes créatrices talentueuses mais sans réseau, qui me rappelaient Pont-et-moi il y a quelques années. J'ai aussi fondé la fondation Lucette Martin, qui attribue des bourses à des jeunes artistes sans soutien familial. C'était comme si Lucette me guidait depuis quelque part, avec ce mélange de bienveillance et d'insistance qu'elle maîtrisait si bien. Pendant ce temps, mes parents avaient obtenu mon nouveau numéro par Théo. Un message de mon père. « Théo nous dit que tu réussis bien. Parlons. » Puis un autre de ma mère. « Tu nous manques, Chloé. » Je n'ai pas répondu. Je concentrais toute mon énergie sur mon atelier, sur mes créations, sur ce que Lucette m'avait appris. Transforme la douleur en lumière. Un jour, Dr Émilie Bréard, mon ancienne psychologue universitaire, m'a appelée. « Ta mère m'a contactée. Elle s'inquiète. Il y a des rumeurs sur ta soudaine richesse. » Je lui ai assuré que tout était légal, propre, mérité. Elle m'a proposé une séance juste pour clarifier ce que moi, j'attendais désormais des autres. Respect, responsabilité, limite. Je n'étais pas encore prête à faire face à mes parents, mais je savais qu'il le faudrait tôt ou tard. 3 semaines après cette nuit d'orage, mes parents sont apparus dans le hall de mon immeuble. Ma mère s'est précipitée vers moi, les yeux pleins de larmes. Chloé, on était mort d'inquiétude. Mon père, plus lent, regardait le marbre au sol, comme si le luxe l'étourdissait. « Comment nous as-tu trouvés » ai-je demandé posé. « Théo t'a suivi l'autre jour » a admis ma mère. « Je les ai fait monter. » Mon cœur battait vite,
Mais mon esprit était clair. Ils ont écarquillé les yeux devant la vue, les meubles, les détails. Ce loft doit coûter une fortune, a dit mon père, presque impressionné. 3 000 € par mois, ai-je confirmé. Payé 1 an d'avance. Ma mère a effleuré mon pull. Tu as des ennuis? J'ai sorti une feuille plastifiée de mon tiroir. Mon billet de loterie. Les numéros de Lucette, ai-je dit calmement. Le Powerball, 37 millions. Le soir où vous m'avez mise dehors. Mon père est passé par toutes les couleurs. Ma mère a plaqué sa main contre sa bouche. Tu appelais mes bijoux des bricoles. Tu as violé mon intimité. Et tu m'as poussé dans la rue, ai-je poursuivi, la voix posée mais ferme. On pensait que tu reviendrais, a murmuré ma mère. On est désolé, a tenté mon père. On voulait juste que tu sois en sécurité. Non, vous vouliez que je sois comme vous. Et ce n'est pas ce que je suis. Je les ai regardés bien en face. J'ai besoin que vous admettiez que vous avez eu tort, que vous respectiez mes choix, et que vous sachiez que cet argent m'appartient. Il ne vous doit rien. Ils ont hoché la tête en silence. Je vous invite à dîner samedi soir, si vous êtes capable de me rencontrer tel que je suis vraiment. Quand ils sont partis, j'ai senti un poids énorme s'évaporer. C'était à eux de changer, pas à moi. Quelques mois plus tard, lors de l'inauguration de la galerie Les Trésors de Lucette, je les ai revus. Ma mère discutait près du buffet avec mon compagnon, Nathan, un ébéniste que j'avais rencontré sur un marché de créateurs. Sa présence douce et sa manière de me regarder comme si j'étais la chose la plus évidente au monde manqueraient. La galerie bourdonnait de vie. Des journalistes, des collectionneurs, des clientes fidèles, Élise évidemment, tous venus découvrir l'univers que j'avais façonné de mes mains. Mes pièces s'exposaient comme des fragments d'âme, chacune racontant une histoire, un moment, un éclat de mémoire. Ma fondation avait déjà soutenu 30 jeunes artistes, et le Montrose Inn, l'ancien motel de Jeanne et Marc, était devenu une résidence d'artistes accueillante, avec eux comme co-gérants. Ma mère portait l'un de mes colliers. « Tu peux me raconter la signification de ces perles rouges ?» m'a-t-elle demandé. Une douceur inhabituelle dans la voix. Mon père, lui, observait un bracelet discret, évitant soigneusement de parler de rentabilité. C'était encore timide, mais c'était un pas. Plus tard dans la soirée, Nathan m'a prise dans ses bras, son regard plein de tendresse. « Tu aurais tout construit, même sans cet argent. » J'ai souri, consciente qu'il disait vrai. Lucette l'avait su bien avant tout le monde. Mon talent, ma détermination. Le tirage gagnant n'avait été qu'un accélérateur. Le soir où ma famille m'a rejetée a été le moment où j'ai perdu la version 2 qu'ils voulaient m'imposer. Et c'est aussi le moment où j'ai enfin découvert la mienne. À l'aube suivante, j'étais riche. Mais pas seulement en chiffres. Riche en liberté, en sens, en courage. Si tu écoutes encore, c'est peut-être que toi aussi tu te demandes ce que ça ferait de tout plaquer. Peut-être que tu ressens ce poids invisible de devoir plaire à tout le monde sauf à toi-même. Alors écoute bien. Parfois, ton chemin commence par une rupture, un rejet, une nuit dehors. Mais il peut t'amener bien plus loin que tout ce que tu avais imaginé, vers une vie qui te ressemble, vers une paix qui ne demande aucune approbation. Merci d'avoir suivi mon histoire. Si elle t'a touché, abonne-toi, partage, commente. Ce que je veux bâtir ici, ce n'est pas juste une marque, c'est un refuge, un espace où chaque création, chaque témoignage est une preuve qu'on peut renaître peu importe d'où l'on part. Continue à fabriquer ta vérité, à ton rythme, à ta façon. Et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.